Chapitre 3. On joue à chat avec des scorpions. Le lendemain, il y avait beaucoup d'animation au petit déjeuner. Apparemment, vers 3 heures du matin, un dragon éthiopien avait été repéré à la lisière de la colonie. J'étais tellement épuisée que j'avais dormi malgré tout le raffut. La limite magique avait empêché le monstre d'entrer, mais il avait rôdé dans les collines, à la recherche de points faibles dans nos postes de défense, et il n'avait pas semblé pressé de partir. Jusqu'au moment où Lee Fletcher, du bungalow d'Apollon, lui avait donné la chasse avec 2 de ses frères. Après quelques douzaines de flèches plantées dans les défauts de sa cuirasse, le dragon avait reçu le message et finit par s'éloigner. Il est toujours dans les parages, nous a averti Lee pendant la session d'échange qui précédait le repas. 20 flèches dans la peau, et on est juste arrivé à le mettre en colère. Il faisait 10 mètres de long, avec une carapace vert vif, et ses yeux... Lee a frissonné. T'as fait un bon travail, Lee, a dit Chiron en lui tapotant l'épaule. Soyez tous vigilants, mais gardez votre calme. Ce genre de choses s'est déjà produit. Oui, a rangé Ricindus, et il se produira de nouveau, et de plus en plus souvent. Un murmure a parcouru l'assemblée des pensionnaires. Tout le monde connaissait la rumeur. Luc et son armée de monstres se préparaient à envahir la colonie. On s'attendait presque tous à ce que l'attaque ait lieu cet été, mais personne ne savait quand ni comment elle se déroulerait. Pour aggraver les choses, nos effectifs avaient baissé. Nous n'étions que 80 pensionnaires environ. Il y a 3 ans, quand j'étais venue pour la première fois à la colonie, on était plus d'une centaine. Certains étaient morts, d'autres étaient passés dans le camp de Luc, et d'autres encore avaient tout bonnement disparu. Raison de plus, a poursuivi Quintus avec une étincelle dans le regard, pour vous entraîner à de nouveaux jeux de guerre. On verra ce soir comment vous vous débrouillez, les uns et les autres. Bien, a fait Chiron, assez d'annonces comme ça. Bénissons ce repas et mangeons. Sur ces mots, il a levé son verre. Oh Dieu! On a tous levé nos verres en répétant la bénédiction. Tyson et moi, on s'est avancé jusqu'au brasero, nos assiettes à la main. On y a jeté chacun une partie de notre petit déjeuner. J'espérais que les dieux aimaient le pain de seigle au raisin et les fruits de loups. Poséidon, ai-je dit d'une voix forte. Puis j'ai ajouté dans un murmure. Aide-moi pour Nico et pour Luc. Et pour le problème de Grover. La liste était si longue que j'aurais pu continuer toute la matinée, mais j'ai regagné ma table. Une fois que tout le monde a commencé son petit déjeuner, Grover et Chiron sont venus me trouver. Grover avait les yeux embués. Il avait mis son t-shirt à l'envers. Il a posé son assiette sur la table et s'est écroulé à côté de moi. Tyson a gigoté, l'air mal à l'aise. Je vais astiquer mes dadas poissons, a-t-il dit en se levant d'un pas lourd, abandonnant son assiette à peine entamée. Chiron a esquissé un sourire. Il voulait sans doute paraître rassurant, mais sous sa forme de centaure, il me dominait de plusieurs têtes, et son ombre barrait la table. Alors, Percy, tu as bien dormi? Ouais, bien. Je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Se pouvait-il qu'il soit au courant de l'étrange message Iris que j'avais reçu? J'ai amené Grover, a repris Chiron, parce que j'ai pensé que tous les deux, vous voudriez peut-être, disons, discuter de certaines choses. Et maintenant, excusez-moi, mais j'ai des messages Iris à envoyer. On se verra plus tard dans la journée. Après avoir adressé un regard lourd de sens à Grover, Chiron a quitté le pavillon au trot. De quoi parle-t-il? Ai-je demandé à Grover. Grover mastiquait ses œufs. J'ai vu qu'il était distrait, car il a sectionné les dents de sa fourchette et s'est mis à les mastiquer, elle aussi. Quelqu'un s'est glissé à côté de moi sur le banc. Annabeth. Je vais te dire de quoi il s'agit, a-t-elle déclaré. Du labyrinthe. J'avais du mal à me concentrer sur ces paroles, parce que tout le monde dans le pavillon nous regardait à la dérobée. Annabeth était juste à côté de moi. Je dis bien, juste à côté de moi. T'es pas censé être là, lui ai-je dit. Il faut qu'on parle, a-t-elle insisté. Mais les règles. Elle savait aussi bien que moi que les pensionnaires n'avaient pas le droit de changer de table. Pour les satyres, la question se posait différemment. Ce n'étaient pas vraiment des demi-dieux. Les sans-mêlés, eux, devaient impérativement
Je ne savais même pas quelle punition on encourait en changeant de table. Ça ne s'était jamais produit depuis que j'étais à la colonie. Si Monsieur D avait été là, il aurait sans doute étranglé Annabeth avec des vrilles de vigne ou un autre artifice de ce genre. Mais Monsieur D n'était pas là. Chiron était déjà sorti du pavillon. Quintus a haussé un sourcil, mais il n'avait aucun commentaire. Écoute, a dit Annabeth, Grover a des ennuis. Nous n'avons trouvé qu'un seul moyen de l'aider. C'est le labyrinthe. C'est là-dessus qu'on fait des recherches, Clarisse et moi. J'ai remué sur le banc, essayant de mettre mes idées au clair. Tu veux parler du labyrinthe où était enfermé le Minotaure dans le temps? Exactement, a répondu Annabeth. Alors, il n'est plus en Crète sous le palais du roi, ai-je deviné. Le labyrinthe occupe le sous-sol d'un bâtiment des États-Unis maintenant, c'est ça? Vous voyez, il ne m'avait fallu que quelques années pour piger. Je savais que les lieux chargés de sens se déplaçaient avec la civilisation occidentale, comme le mont Olympe qui flottait au-dessus de l'Empire State Building, ou l'entrée des enfers qui se trouvait à Los Angeles. J'étais assez fière de moi. Annabeth a levé les yeux au ciel. Sous un bâtiment, franchement, Percy, le labyrinthe est gigantesque. Il ne tiendrait pas sous une ville, alors sous un seul bâtiment. Tu parles. J'ai repensé à mon rêve de Nico sur les rives du Styx. Alors, le labyrinthe fait partie des enfers? Non. Annabeth a froncé les sourcils. Il se peut qu'il y ait des passages qui mènent du labyrinthe aux enfers. C'est pas exclu, mais j'en suis pas sûre. Les enfers sont très très profonds sous terre, tandis que le labyrinthe est juste sous la surface du monde mortel, comme une deuxième peau. Il croît depuis des milliers d'années. Il se déploie sous les villes occidentales et les relie toutes par en dessous. On peut aller n'importe où en passant par le labyrinthe. Si on ne se perd pas, a grommelé Grover, si on ne meurt pas dans d'horribles conditions. Grover, ça doit être faisable, a plaidé Annabeth, et j'ai eu l'impression qu'ils avaient déjà eu cette conversation. Clarisse a survécu. De justesse. Et l'autre garçon, il est devenu fou. Il n'est pas mort. Super. La lèvre inférieure de Grover a tremblé. Tout de suite, ça me réconforte. Hé, suis-je intervenue. Attendez, c'est quoi cette histoire de Clarisse et d'un autre garçon qui est devenu fou? Annabeth a jeté un coup d'œil en direction de la table d'Arès. Clarisse nous observait, l'air de savoir de quoi on parlait. Mais elle a ramené le regard sur son assiette. L'année dernière, a dit Annabeth en baissant la voix, Clarisse est partie en mission pour Chiron. Je m'en souviens, ai-je dit. C'était une mission secrète. Annabeth a hoché la tête. J'étais soulagée qu'elle ne soit plus fâchée, malgré tout son sérieux. Et je n'étais pas mécontent qu'elle ait enfreint le règlement pour venir s'asseoir à côté de moi. C'était secret, a confirmé Annabeth, parce que Clarisse avait retrouvé Chris Rodriguez, le gars du bungalow d'Hermès. Je me souvenais de lui. 2 ans plus tôt, on avait surpris une conversation entre Chris Rodriguez et un sbire du Titan à bord du bateau de Luc, le Princesse Andromède. Chris faisait partie des sans-mêlés qui avaient abandonné la colonie pour entrer dans l'armée du Titan. Oui, a expliqué Annabeth. L'année dernière, il a refait surface à Phoenix, dans l'Arizona, près de chez la mère de Clarisse. Comment ça, refait surface? Il errait dans le désert en armure grecque, par 48 degrés, et parlait d'un fil, sans arrêt. D'un fil. Il avait complètement perdu la tête. Clarisse l'a installé chez sa mère pour que les mortels ne l'internent pas. Elle a essayé de le ramener à la santé. Chiron est venu l'interroger, mais ça n'a pas donné grand-chose. La seule info qu'ils ont pu lui soutirer, c'est que les hommes de Luc explorent le labyrinthe. J'ai frissonné, sans trop savoir pourquoi. Pauvre Chris, c'était pas un mauvais gars. Qu'est-ce qui avait pu lui faire péter les plombs? J'ai regardé Grover qui en était à mastiquer le manche de sa fourchette. Bon, ai-je demandé, pourquoi explore-t-il le labyrinthe? On ne comprenait pas bien, a dit Annabeth. C'est pour ça que Clarisse est partie en éclaireuse. Chiron a tenu toute l'affaire secrète parce qu'il voulait éviter des réactions de panique. Il m'a impliqué dedans parce que, tu sais, le labyrinthe a toujours été un de mes sujets favoris. L'architecture. Le regard d'Annabeth s'est fait un peu rêveur. Son constructeur, Dédale, c'est un génie.
illusions, des monstres psychotiques tueurs de chèvres. Bah si, tu as le fil d'Ariane, a dit Annabeth. Jadis, le fil d'Ariane a permis à Thésée de sortir du labyrinthe. C'était une forme d'instrument de navigation inventé par Dédale, et Chris Rodriguez parlait d'un fil dans ses divagations. Donc Luc essaie de retrouver le fil d'Ariane. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manigance? Annabeth a secoué la tête. Je ne sais pas. Au début, je me suis dit qu'il voulait peut-être envahir la colonie en passant par le labyrinthe, mais ça ne tient pas la route. Les entrées les plus proches que Clarisse ait trouvées sont à Manhattan, ce qui n'aiderait pas Luc à franchir nos limites magiques. Clarisse a un peu exploré les tunnels, mais c'était très dangereux. Elle l'a échappé belle à plusieurs reprises. J'ai étudié tout ce que j'ai pu trouver sur Dédale, et ça ne m'a pas beaucoup avancé. Je comprends pas vraiment ce que trame Luc, mais une chose est sûre, le labyrinthe pourrait bien détenir la solution du problème de Grover. J'ai écarquillé les yeux. Tu crois que Pont est sous terre? Ça expliquerait qu'il reste obstinément introuvable. Grover a frissonné. Les satyres détestent les lieux souterrains. Aucun chercheur ne tenterait jamais d'aller là. Il n'y a pas de plantes, pas de soleil et pas de café. Mais, a objecté Annabeth, le labyrinthe peut te conduire pratiquement n'importe où. Il lit dans tes pensées. Il a été conçu pour tromper, berner et tuer. Par contre, si tu arrives à le mettre à ton service, il pourrait te guider jusqu'au dieu Pan. Ai-je terminé? Je ne peux pas, a dit Grover en se tenant le ventre. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir ma fourchette. Grover, c'est peut-être ta dernière chance, a insisté Annabeth. Le conseil parlait sérieusement. Plus qu'une semaine, et tu devras te mettre aux claquettes. Quintus, à la table principale, s'est éclairci la gorge. J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas faire de vagues, mais Annabeth tirait vraiment sur la corde à rester si longtemps à ma table. On en reparlera plus tard. Annabeth m'a serré le bras un peu trop fort. Convainc-le, d'accord? Sur ces mots, elle est retournée à la table d'Athéna en ignorant tous les regards rivés sur elle. Grover s'est pris la tête entre les mains. J'en suis incapable, Percy. Mon permis de chercheur, bon, je vais tout perdre. J'aurai plus qu'à ouvrir un théâtre de marionnettes. Ne dis pas ça, on va trouver une solution. Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Percy, tu es mon meilleur ami. Tu m'as vu sous terre, dans la grotte du Cyclope. Crois-tu vraiment que je pourrais... Sa voix a flanché. Je me souvenais de notre aventure dans la mer des monstres, où il s'était trouvé enfermé dans la grotte d'un cyclope. Si Grover n'avait jamais aimé les lieux souterrains, depuis cet épisode, il les détestait viscéralement. Les cyclopes lui donnaient la chair de poule aussi, même Tyson. Grover s'efforçait de le cacher, mais lui et moi, on était unis par un lien d'empathie qu'il avait créé entre nous, et qui nous permettait de lire nos émotions, presque à livre ouvert. Je savais ce qu'il ressentait. Grover était terrifié par le grand Lascar. « Il faut que j'y aille », a-t-il dit d'une voix malheureuse. Genièvre m'attend. Heureusement qu'elle aime les trouillards. Après son départ, j'ai regardé Quintus. Il a hoché gravement la tête, comme si nous partagions un obscur secret. Puis, il s'est remis à trancher sa saucisse avec son poignard. L'après-midi, je suis allée à l'étable des Pégases rendre visite à mon ami Blackjack. Dès qu'il m'a vu, il s'est mis à piaffer dans sa stalle en agitant ses selles noires. « Yo, patron, tu m'as apporté des sucres. »« Tu sais que c'est mauvais pour ta santé, Blackjack. »« Vas-y, tu m'en as apporté combien ?» J'ai souri et je lui ai tendu une poignée de sucre. Blackjack et moi, on se connaissait depuis un bon bout de temps. J'avais contribué à son sauvetage, il y avait quelques années de cela, quand il était prisonnier à bord du paquebot des monstres de Luc. Et depuis lors, il se mettait en quatre pour me rendre service. « Alors, t'as une quête au programme ?» m'a-t-il demandé. « Je suis prêt à prendre l'air. » Je lui ai caressé les naseaux. « Pas sûr, mec. Tout le monde parle d'un labyrinthe souterrain. » Blackjack a poussé un hennissement nerveux. « Oh là, très peu pour moi. Et toi, patron, me dis pas que t'es assez ouf pour aller te perdre dans un labyrinthe. Tu veux mourir ou quoi ?» T'as peut-être raison, Blackjack. On verra. Blackjack a croqué ses carrés de sucre et a secoué la crinière, comme s'il faisait un pic de glycémie.
Waouh, c'est de la bonne ça. Bon, patron, tu reprends tes esprits et t'as besoin d'aller quelque part, tu me fais signe, ok? Le vieux Blackjack et ses potes sont pris à piétiner n'importe qui pour toi. Je lui ai dit que je notais ça dans un coin de ma tête. Là-dessus, un groupe de jeunes pensionnaires est entré dans l'écurie pour un cours d'équitation ailé, et j'ai estimé qu'il était temps que je m'en aille. J'avais la désagréable impression que je ne reverrais pas Blackjack de sitôt. Ce soir-là, après le dîner, Quintus nous a fait mettre nos armures de combat comme pour une partie de capture l'étendard. Mais l'atmosphère entre pensionnaires était bien plus grave. À un moment ou l'autre de la journée, les caisses en bois avaient disparu de l'arène. Je soupçonnais que leur contenu avait été dispersé dans le bois. Bien, a dit Quintus debout à la table principale du réfectoire. Rassemblez-vous. Il était vêtu de cuir noir et de bronze. À la lumière des torches, ses cheveux gris lui donnaient l'air d'un fantôme. Kitty O'Leary gambadait joyeusement autour de lui, grappillant des restes du dîner qui traînaient par terre. Vous serez répartis en 2 équipes. Tout le monde s'est mis à bavarder pour choisir son partenaire, et Quintus a ajouté en criant « Qui sont déjà établis !» Oh, ont grogné les pensionnaires d'une seule voix. Votre but est simple, votre but est simple. Récupérez les lauriers d'or sans mourir. La couronne est enveloppée dans un ballot de soie, ficelé sur le dos d'un des monstres. Il y a 6 monstres en tout. Chacun a un ballot de soie, mais un seul contient la couronne de laurier. Vous devez la trouver avant les autres équipes. Et bien sûr, vous devrez tuer le monstre pour vous emparer du ballot et rester en vie. Un murmure enthousiaste a parcouru l'assemblée. La tâche paraissait assez simple. Tuer les monstres, on l'avait tous déjà fait. On était formés pour ça. Je vais annoncer les équipes, a dit Quintus. Interdit de changer, interdit de permuter, interdit de se plaindre. Ouaf! Kitty O'Leary a enfoui la tête dans une assiette de pizza. Quintus a sorti un grand rouleau de parchemin et s'est mis à lire des noms. Beggendorf était avec Silena Beauregard, ce qui avait plutôt l'air de le ravir. Les frères à la tire étaient ensemble. Pas étonnant, ils faisaient toujours tout ensemble. Clarisse se retrouvait avec Lee Fletcher du bungalow d'Apollon. À eux deux, ils maîtrisaient la bataille rangée et la mêlée, ce qui en ferait une équipe difficile à battre. Quintus, qui égrenait toujours les noms, a annoncé Percy Jackson et Annabeth Chase. Cool, ai-je dit en souriant à Annabeth. Ton armure est de travers, m'a-t-elle répondu avant de redresser mon plastron. Grover Underwood, a continué Quintus, avec Tyson. Grover a sauté en l'air. Quoi? Mais... Non, a gémi Tyson, il y a une erreur. On ne se plaint pas, a ordonné Quintus, et on rejoint son partenaire. Vous avez 2 minutes pour vous préparer. Tyson et Grover m'ont tous les deux lancé des regards SOS. J'ai essayé de les encourager d'un coup de menton énergique, et je leur ai fait signe de se rapprocher l'un de l'autre. Tyson a éternué. Grover s'est mis à ronger les manches de sa massue. T'inquiète pas, ils vont se débrouiller, m'a dit Annabeth. Et nous, on a intérêt de trouver un moyen de rester en vie. Il faisait encore jour quand on est entré dans le bois, mais à cause des ombres des arbres, on aurait cru qu'il était minuit. Il faisait froid, aussi, bien que ce soit l'été. On a trouvé des empreintes presque tout de suite, des marques laissées par une créature qui devait avoir beaucoup de pattes. On s'est lancé sur cette piste. À peine avions-nous franchi un ruisseau d'un pont qu'un craquement de brindilles nous a alertés. On s'est aussitôt tapis derrière un rocher, mais ce n'étaient que les frères à la tire qui trébuchaient dans les taillis en jurant. Leur père avait beau être le dieu des voleurs, ils étaient à peu près aussi discrets que 2 éléphants dans un magasin de porcelaine. Une fois les à la tire passés, on s'est enfoncé plus avant, dans la partie ouest des bois, là où les monstres sont les plus sauvages. On venait de grimper sur une saillie rocheuse en surplomb d'un étang marécageux, quand Annabeth m'a dit d'une voix tendue « C'est ici qu'on a arrêté de chercher. » Il m'a fallu une seconde pour comprendre à quoi elle faisait allusion. L'hiver dernier, quand nous avions cherché Nico D'Angelo, c'est ici qu'on avait abandonné. Grover, Annabeth et moi avions fait halte sur cette pierre, et je les avais convaincus de ne pas dire la vérité à Chiron,
que Nico était le fils d'Hadès. À l'époque, ça me semblait justifié. Je voulais protéger son identité. Je voulais le retrouver moi-même et réparer, si je le pouvais, la peine que lui avait causé ce qui était arrivé à sa sœur. 6 mois avaient passé et je n'avais pas encore progressé d'un pouce. Ça me laissait un goût amer dans la bouche. Je l'ai vu la nuit dernière, ai-je dit. Annabeth a froncé les sourcils. Comment ça? Je lui ai raconté le message Iris. Quand je me suis tue, elle a plongé le regard dans l'obscurité du sous-bois. Il invoque les morts. C'est mauvais signe. Le fantôme lui donnait de mauvais conseils, ai-je ajouté. Il le poussait à la vengeance. Ouais, les esprits ne sont jamais de bons conseillers. Ils ont des comptes à régler de vieilles rancœurs, et ils en veulent aux vivants. Il va se mettre à ma recherche. L'esprit a parlé d'un labyrinthe. Annabeth a hoché la tête. Ben là, ça règle le problème. Il faut qu'on comprenne le labyrinthe. On n'a pas le choix. Peut-être, mais qui a envoyé le message Iris? Si Nico savait pas que j'étais là. Une branche a craqué dans un taillis voisin. Des feuilles mortes ont bruisé. Une créature d'assez grande taille se déplaçait entre les arbres juste derrière la saillie rocheuse. Ce ne sont pas les frères à la tire, a murmuré Annabeth. D'un même mouvement, on a dégainé nos épées. On a couru jusqu'au point de Zeus, un grand amas de rochers au milieu des bois ouest. C'était un point de repère naturel où les pensionnaires se donnaient souvent rendez-vous pendant les expéditions de chasse. Mais là, il n'y avait personne. Par ici, m'a glissé Annabeth. Non, attends, derrière nous. C'était bizarre. Des bruits de pas semblaient venir de plusieurs directions à la fois. On était en train de faire le tour des rochers, l'épée à la main, quand une voix juste derrière nous a lancé un « Salut !» On a fait volte-face d'un bond, et la nymphe sylvestre, Genièvre, a clapi. « Rengainez-moi ça !» s'est-elle exclamée. « Les dryades n'aiment pas les lames pointues, d'accord ?» « Genièvre !» s'est écriée Annabeth d'un ton soulagé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'habite ici. J'ai baissé mon épée. Dans les rochers. » Elle a montré du doigt la lisière de la clairière. « Dans le genévrier, figure-toi. » Bien sûr, je me suis sentie bête. Voilà des années que je côtoyais les dryades, mais je ne discutais jamais avec elles. En fait, je savais qu'elles ne pouvaient pas s'éloigner beaucoup de leur arbre, qui était leur source de vie, et c'était à peu près tout. « Vous êtes occupé ?» a demandé Genièvre. « Ben, je vais... C'est-à-dire qu'on est au beau milieu d'une partie contre une bande de monstres, et on essaie de rester en vie. »« Non, » a dit Annabeth, « on n'est pas occupé. Qu'est-ce qui se passe, Genièvre ?» La dryade a reniflé et s'est essuyé les yeux du revers de sa manche soyeuse. « C'est Grover. Il est dans une telle détresse. Il a passé toute l'année à chercher bon. Il revient de chaque expédition un peu plus soucieux. Au début, je me suis demandé s'il ne sortait pas avec un autre arbre. »« Non, » a dit Annabeth alors que Genièvre se mettait à pleurer. « Je suis sûre que ce n'est pas ça. »« Il a bien eu un faible pour un buisson de myrtille une fois, » a dit Genièvre d'une petite voix. « Genièvre, » a affirmé Annabeth, « Grover ne s'intéresserait jamais à un autre arbre que toi. Il s'inquiète pour son permis de chercheur, c'est tout. »« Il ne doit pas aller sous terre, » s'est écriée Genièvre. « Ne le laissez pas faire. » Annabeth a eu l'air embarrassée. « C'est peut-être la seule façon de l'aider, Genièvre. Si nous trouvons par où commencer... » Ah, la dryade a séché une larme verte sur sa joue. « À propos de... » Un nouveau bruissement a parcouru les taillis, et Genièvre a hurlé « Cachez-vous !» Je n'ai pas eu le temps de lui demander pourquoi, qu'elle disparaissait déjà dans une bouffée de brume verte. On a fait volte-face, Annabeth et moi. Dans les arbres émergeait un insecte luisant ambré, long de 3 mètres, aux pins sans dents de scie, à la queue caparaçonnée, nanti d'un dard, de la taille de mon épée. Un scorpion. Il avait un ballot de soie rouge ficelé sur le dos. La bestiole s'est avancée bruyamment vers nous. Un de nous passe derrière lui, a dit Annabeth, et lui coupe la queue, pendant que l'autre le distrait par l'avant. Je prends l'avant, t'as ta casquette d'invisibilité. Elle a acquiescé. On s'était battus si souvent ensemble qu'on connaissait nos passes respectives. On pouvait régler son compte à ce scorpion, pas de problème, mais ça s'est corsé quand les deux
2 autres ont surgi du bois. 3, a fait Annabeth. Je rêve. Il y a une forêt tout entière et la moitié des monstres nous attaquent. J'ai dégluti. On pouvait en supprimer un. 2, peut-être, avec un peu de chance. Mais 3, j'en doutais. Les scorpions trottinaient vers nous en agitant leur queue acérée comme s'ils étaient venus ici tout spécialement pour nous tuer. Annabeth et moi avons reculé, plaquant le dos contre le rocher le plus proche. On grimpe, lui ai-je demandé. Pas le temps. Elle avait raison. Les scorpions nous encerclaient déjà. Ils étaient si près que je voyais leur gueule hideuse écumer à la perspective des demi-dieux bien juteux. Attention! Annabeth a paré un dard du plat de sa lame. J'y asséné turbulence, mais le scorpion l'a esquivé en reculant rapidement. On allongeait les rochers, talonnés par le trio. J'ai tenté de pourfendre un des 2 autres. Cependant, c'était trop risqué de passer à l'offensive. Si je visais le corps, il me frapperait en abattant sa queue, et si je visais la queue, il essaierait de m'attraper entre ses pinces. La seule stratégie qui nous restait, c'était la défense, et on ne pourrait pas tenir longtemps. J'ai fait un autre pas de côté, et soudain, je n'ai plus senti que du vide derrière moi. Il y avait une fissure entre 2 des plus gros rochers. J'avais dû passer devant 1 million de fois, mais « Par ici !» ai-je crié. Annabeth a lancé une botte contre un scorpion, puis m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Là-dedans, c'est trop étroit. Je te couvre, vas-y. Elle s'est glissée derrière moi et a entrepris de se faufiler entre les rochers. Soudain, elle a poussé un petit cri et m'a tiré par les lanières de mon plastron. J'ai dégringolé dans un gouffre qui n'était pas là un instant plus tôt. Au-dessus de moi, je voyais les scorpions, le pourpre du ciel nocturne et les arbres. Puis, le trou s'est occulté comme un diaphragme qui se ferme, et nous nous sommes retrouvés dans le noir total. Nos respirations résonnaient contre la bière. Il faisait humide et froid. J'étais assis sur un sol irrégulier qui me donnait l'impression d'être en brique. J'ai levé turbulence. La faible lueur de sa lame a tout juste suffi à éclairer le visage apeuré d'Annabeth et les parois de pierre moussue qui nous encadraient. Où sommes-nous? A dit Annabeth. Hors de portée des scorpions, en tout cas. Je la jouais et je suis calme, mais je n'en menais pas large. Il était impossible que la fissure entre les rochers ait débouché sur une grotte. Je l'aurais su s'il y avait eu une grotte ici. J'en étais certain. On aurait dit que le sol s'était ouvert pour nous avaler. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la fente qui striait le sol du pavillon réfectoire, où ces squelettes avaient été engloutis l'été dernier. Je me demandais s'il nous était arrivé la même chose. J'ai de nouveau levé mon épée pour nous éclairer. C'est une pièce en longueur, ai-je grommelé. C'est pas une pièce, a dit Annabeth en m'agrippant par le bras. C'est un couloir. Elle avait raison. L'obscurité paraissait plus vite devant nous. Il y avait une brise tiède, comme dans les tunnels du métro, mais elle dégageait quelque chose de plus ancien et, d'une certaine façon, de plus dangereux. J'ai fait un pas en avant, mais Annabeth m'a retenu. Ne bouge pas, il faut qu'on trouve la sortie. Elle semblait véritablement inquiète à présent. Ça va aller, lui ai-je assuré, c'est juste. Levant la tête, je me suis rendu compte que je ne voyais plus l'endroit par où nous étions tombés. Le plafond était en pierre compacte et le couloir s'allongeait à perte de vue des 2 côtés. Annabeth a glissé sa main dans la mienne. En d'autres circonstances, j'aurais été gênée, mais là, dans le noir, j'étais content de savoir où elle était. C'était quasiment mon unique certitude. On recule de 2 pas, a-t-elle suggéré. On a reculé ensemble, comme si on marchait dans un champ de mine. Bon, a-t-elle dit, aide-moi à examiner les parois. Pourquoi faire? Pour trouver la marque de dédale, a-t-elle répondu comme si ça allait de soi. Ah, d'accord. Et quel genre de... Trouver, s'est-elle écriée d'une voix soulagée. Là-dessus, elle a posé la main sur la paroi et appuyé contre une minuscule fissure qui s'est mise à dégager une lueur bleutée. Un symbole est apparu. La lettre delta de l'alphabet grec. La voûte rocheuse s'est ouverte et nous avons vu le ciel nocturne étincelant d'étoiles. Il était bien plus foncé qu'il n'aurait dû l'être. Des
Des échelons métalliques sont apparus sur le mur, montant vers l'air libre, et j'ai entendu des voix qui nous appelaient. Percy, Annabeth. Tyson était celui qui rugissait le plus fort, mais tous les autres criaient aussi. J'ai lancé un regard troublé à Annabeth, et puis on a commencé à grimper. En débouchant des rochers, on est tombé nez à nez avec Clarisse et plusieurs autres pensionnaires, torches à la main. Où étiez-vous passé nous a demandé Clarisse. Ça fait une éternité qu'on vous cherche. Mais on s'est absenté quelques minutes seulement, ai-je objecté. Chiron est arrivé au trot, suivi de Tyson et Grover. Percy, a crié Tyson. Ça va, ai-je dit. On est tombé dans un trou. Les autres nous ont regardés d'un air sceptique. D'abord moi, puis Annabeth. Je vous jure, ai-je insisté, on s'est fait attaquer par 3 scorpions. Alors on a cru se cacher dans les rochers. Mais ça n'a duré qu'1 minute. Ça fait presque 1 heure que vous avez disparu, a dit Chiron. Le jeu est fini. Ouais, a grommelé Grover. On aurait gagné, sauf qu'un cyclope s'est assis sur moi. C'était un accident, a protesté Tyson en concluant par un éternuement sonore. Clarisse portait la couronne de laurier en or, mais elle ne s'est même pas vantée d'avoir gagné, ce qui ne lui ressemblait pas. Un trou, a-t-elle demandé d'un air soupçonneux. Annabeth a pris une grande inspiration. Elle a balayé du regard le groupe de pensionnaires. Chiron, a-t-elle dit. On devrait peut-être parler dans la grande maison. Clarisse a ouvert de grands yeux. Vous l'avez trouvé? Ah. Annabeth s'est mordu la lèvre. Oui, on l'a trouvé. Plusieurs pensionnaires se sont mis à poser des questions, apparemment aussi déroutés que moi. Mais Chiron les a fait taire d'un geste de la main. Ce n'est ni l'heure ni le lieu, a-t-il dit, avant de regarder les rochers, comme s'il remarquait pour la première fois combien ils étaient dangereux. Retournez tous à vos bungalows, tâchez de dormir. Ce fut une belle partie, mais le couvre-feu était passé depuis longtemps. Après force plainte et grognements, les pensionnaires se sont éloignés en discutant. Au passage, ils me lançaient des regards soupçonneux. Ça explique beaucoup de choses, a dit alors Clarisse. Ça explique ce que Luc cherche. Une seconde, suis-je intervenue. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'avons-nous trouvé? Annabeth s'est tournée vers moi, les yeux assombris par l'inquiétude. Une des entrées du labyrinthe. Un itinéraire d'invasion.